Suite à la réforme de la PAC, une nouvelle PAC nous a été présentée par les services du ministère de l'Agriculture. On se retrouvait avec des dossiers très compliqués à remplir, puisqu'on attendait toujours des réglementations qui venaient avec des allers-retours Paris-Bruxelles, puisqu'on avait un ministre qui ne prenait pas de décision. Donc on s'est retrouvé avec un dépôt des dossiers, normalement du 15 mai, on s'est retrouvé au 15 juin, ce qui a retardé les paiements, ce qui a créé des problèmes de trésorerie chez les exploitants. Et donc pour avoir nos paiements, il a fallu remplir, on va dire, une première ATR, mais comme tout le monde n'avait pas rempli, on en a rempli une deuxième, enfin pour ceux qui n'avaient pas fait la première. On s'est retrouvé dans des difficultés énormes, chose que je n'avais jamais vue depuis que je suis agriculteur, puisque je suis agriculteur depuis 82, mais depuis 92, déclaration PAC, on n'avait jamais connu ça. Un tel désordre au niveau du ministère de l'Agriculture. Donc suite à tout ce feuilleton administratif, on est tombé sur, dernièrement, les fameuses SNA, les surfaces non agricoles ou non admissibles, où ils nous ont été nous chercher des points qui pour nous correspondent à rien. On se retrouve avec un sol qui nous est toujours pas réglé, et donc on attend pour les trésoreries, manque d'argent, et c'est ce qui a fait sortir les exploitations sur ces dernières manifestations. Il y a tout le côté prix, valeur ajoutée qui devrait revenir sur les exploitations, mais il y a aussi tout ce côté administratif que les gens ne supportent plus du tout. Ça fait longtemps que je le dis, je l'ai dit plusieurs fois à l'administration quand je suis en CDOA, mais là vraiment on est au summum du feuilleton. Au niveau de l'année 2015, une pause environnementale s'est instaurée, mais surtout au niveau de l'administration. On voit aujourd'hui la mise en place au niveau de la PAC 2015, on fige l'environnement à travers les SNA. Ce dossier va être exploré un peu plus tard. En ce qui concerne aujourd'hui les trames vertes et bleues, le schéma est donc sorti en fin d'année et on voudrait que les exploitants s'impliquent dans ce schéma à travers leur commune, puisqu'il va être appliqué à travers le SCOT. En ce qui concerne les SNA, nous sommes très inquiets de cette mise en place où on a l'impression que nos techniciens informaticiens nationaux s'amusent avec nous. Une complexité dans ce dossier où personne ne s'y retrouve et nombre d'erreurs importantes. On a l'impression qu'on nous fiche complètement le territoire. Et ce qui nous inquiète le plus aujourd'hui, c'est comment des pénalités vont pouvoir être mises dessus ces règlements, où on a l'impression que l'administration a du mal à vouloir figer ces éléments. Pour l'irrigation en Charente-Maritime, en 2015, on a finalisé la création du CIRES 17, syndicat mixte, avec le conseil départemental, ce qui donne un poids non négligeable à l'avancée des réserves de substitution sur le département, parce qu'il y a un objectif de volume prélevable en 2017 et 2021, qui va en 2017 obliger certains bassins à avoir une baisse d'environ 80% de leur volume prélevable aujourd'hui. Et donc la création de ces réserves-là pourrait nous permettre de continuer une irrigation qui dans le département reste très très importante aujourd'hui pour faire de la bonne valeur ajoutée et des bons produits. En 2015, en colza, donc des rendements hétérogènes, un peu comme d'habitude. Moins bon qu'en 2014, avec malgré tout des prix pas forcément bons, mais moins mauvais que les autres, on pourrait dire, jusqu'à la fin de l'année 2015. En tournesol, là, des rendements parfois très très mauvais, dus notamment à la sécheresse de l'été. Donc les rendements non irrigués sont catastrophiques. En irrigué, ça reste hétérogène. Les oléagineux donc, et surtout les protéagineux qui ont un petit peu profité de la nouvelle PAC grâce à l'aide couplée qui a été demandée et obtenue par la Fédération des producteurs d'oléoprotéagineux, même si ça n'a pas été facile. Autre avancée, la reconnaissance des légumineuses pour les SIE, surface d'intérêt écologique, qui peuvent rentrer dans le calcul. Ce qui n'était pas gagné au début, il a fallu se battre sérieusement pour pouvoir, au même titre que la jachère ou que les métrages de haies, pouvoir participer au pourcentage de SIE. Ensuite, 2015 n'a pas dérogé donc, je dirais à l'obscurantisme, puisque notamment sur les variétés tolérantes aux herbicides,
ce qu'on appelle couramment les clearfields, hein, entre autres. On fait encore beaucoup parler d'elle puisque certains groupuscules ont détruit des essais notamment de variétés de colza résistantes chez OGVS, donc qui est l'organisme qui teste les semences, donc dans le Maine-et-Loire. Donc ces petits groupes de faucheurs volontaires qui se disent représenter la population, en fait, on détruit des essais une fois de plus, et on attend toujours, bien sûr, la condamnation par le ministère de l'Agriculture, condamnation qui commence vraiment à tarder à venir, et qui, je suppose, ne viendra pas comme d'habitude. Comme vous le savez, le cours des céréales est au plus bas depuis quelques mois, ne couvre plus nos charges de production, malheureusement, et on ne sait pas comment les prix pourront remonter. On a un gouvernement qui est absent à Bruxelles depuis plusieurs mois, fait beaucoup d'effets d'annonce qui n'apportent rien à nos problèmes. Pour les céréales, ce qu'il y a aussi, c'est qu'on est attaqué de toutes parts par les écologistes on a aujourd'hui au niveau de la sélection des semences qui se font par mutagènes et qui coûtent beaucoup moins cher, qui ne sont pas des OGM, mais les écolos veulent les classer comme OGM, donc ça nous pose de gros problèmes pour être compétitifs dans l'avenir, parce que ce qui va se passer, c'est que les maisons de semences vont aller faire leurs recherches à l'étranger pour cette part-là. En 2016, nous allons essayer de programmer une réunion avec la GPM sur le thème sur le maïs en Charente-Maritime pour ça. Et ensuite, ce que je pense, c'est surtout que le ministre, le plus beau cadeau qu'il pourrait nous faire, c'est de partir tout simplement et puis de travailler avec quelqu'un d'autre qui serait plus apte à travailler pour les agriculteurs. Sur la viticulture en 2015, on a eu la chance, enfin on va parler de ce qui va bien, on a eu la chance de faire une bonne récolte avec un beau temps et une récolte qui correspond à la demande du marché, avec des prix qui se tiennent. Donc au moins pour une fois, on est satisfait. On a 4-5 points, notamment le premier, qui est vraiment d'actualité, c'est le nouveau régime de l'autorisation des plantations vignes. Les droits de plantation, c'est fini depuis l'an dernier, maintenant c'est le régime des autorisations de plantation. C'est complètement dématérialisé. Sur le principe, c'est sûrement pas mal, mais c'est quand même une bonne pagaille. Il faut que les choses se calent et il faut qu'on en profite pour harmoniser l'ensemble des surfaces, c'est-à-dire entre France Agrimaire, le régime des douanes et puis le RPG. Au moins qu'on puisse travailler sur les mêmes bases. Sur ce sujet, c'était un peu le sujet de la suppression des droits de plantation et de libéraliser la plantation des vignes. Au moins, la bataille syndicale a permis de limiter la surface et pour le vignoble des Charentes, a été décidé une surface de 250 hectares pour 2016. Ça, c'est une bonne chose. Donc au moins, une victoire syndicale. Le deuxième point, c'est sur l'identification du vignoble cognac. Au jour d'aujourd'hui, le cognac est un produit d'appellation d'origine, mais la vigne que le produit est une vigne générique. Et donc, pour éviter l'amalgame des productions, il faut identifier le vignoble. Donc, on y travaille d'arrache-pied et c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire très rapidement, peut-être sur 2016 ou 2017. Et puis après, deux petits points assez rapides sur la réflexion du fermage viticole. C'est le syndicalisme à vocation générale par sa section sociale des fermiers et métayers qui doit travailler sur le sujet, parce qu'il y a une discussion avec le syndicalisme, de filière. Donc c'est le rôle du syndicalisme à vocation générale. Et dernier point sur la viticulture, un point de vigilance. On a bien produit, c'est très bien, mais il faut être attentif à ce que les stocks ne soient pas exagérés pour déstabiliser les marchés. Pour 2015, l'année laitière a commencé par l'arrêt des quotas, ce qui a donné une surproduction dans certains pays d'Europe, ce qui fait qu'aujourd'hui on a une baisse des prix en chute libre. On a pensé une augmentation au mois de juillet, après la table ronde du 25 juillet, quand il y a eu un établissement du prix à 340 € tonne.
ce qui n'a pas été suivi des faits, car la Commission européenne a retoqué ce programme en mettant en avant comme quoi il y avait la libre concurrence et qu'on était hors du cadre. Aujourd'hui, on est payé 275 eurotonnes, alors que le coût de production est entre 320 et 310 eurotonnes. Ce qui fait que les exploitations laitières en Charente-Maritime, comme d'autres départements aussi je pense, vont finir par disparaître. Une seule solution pour redonner de la dynamique à la production laitière et pouvoir faire de l'installation demain, c'est le prix. Il n'y a que ça aujourd'hui qui peut nous sauver, car les normes, tout ce qu'on a sur le lait, on sait qu'on ne peut pas passer à travers. Je fais partie du groupe qui vend des animaux dans les Leclerc du département. Donc on a le Leclerc de Rochefort, le Leclerc de Royan et le Leclerc de Surgères. Donc on met 5 bêtes par semaine en circuit court pour la valorisation des animaux. Donc on les vend à 4,50 le kilo de carcasse et ça fait une valorisation par rapport à l'année dernière, par rapport aux autres magasins ou aux autres marchands de 70 à 80 centimes. Donc pour que ça parle par rapport à une bête, ça fait entre 350 et 400 euros de plus-value par rapport à cette démarche-là de qualité et de circuit court. On a fait plusieurs animations sur l'année 2015, une dizaine sur les magasins de Surgères et puis Rochefort. Donc comme c'est pas notre métier, on a un peu de difficulté et puis on nous a proposé une formation par Interbeuf Poitou-Charentes qui nous a suivis et on a une formation pour nous apprendre à communiquer le plus possible sur la viande locale. Sur le groupe, on est 25. L'objectif qu'on se fixe, c'est d'augmenter encore plus pour avoir plus d'adhérents et de démarcher des nouveaux magasins sur le département. Donc on a quelques pistes par rapport à des Leclerc du département pour pouvoir faire rentrer des nouveaux adhérents pour que ça valorise aussi leurs produits sur les fermes. Au niveau du département, bon, le département est en crise, enfin, comme toute la France, mais le département Charente-Maritime la situation est relativement compliquée avec l'élevage. Bientôt, il n'y a plus à avoir d'engraissement en viande spécialisée, viande bovine sur le département, ce qui est un drame, parce qu'il y a quand même une production d'animaux par le biais des vaches allaitantes avec les brouteurs. Et aujourd'hui, on est tributaire donc, de l'exportation de ces veaux hors du département et voire même hors de la région pour l'engraissement. Donc c'est quand même une catastrophe. Il y a une cellule de crise qui a été mise en place au niveau de l'élevage. Là aussi, c'est une catastrophe parce qu'on fait croire aux citoyens lambda qu'il y a des aides colossales qui vont arriver dans les poches des éleveurs. Sauf que là aussi, le business, et j'insiste sur le mot business, fait qu'au niveau des commissions, vous êtes éligible par rapport à un critère, vous ne l'êtes plus par l'autre. Quand vous devenez éligible avec le fameux critère qui ne l'était pas au premier, vous êtes suspendu par un deuxième critère. Donc ce qui fait qu'on tourne en rond et le résultat à la fin, c'est que les éleveurs vont toucher rien ou deux fois rien. Donc ça aussi, c'est inadmissible. Moi, je déplore ça. Et en plus, nos EPA ne nous aident pas, nos gens qui participent à ces cellules de crise, pas autant que, parce que le syndicat n'est pas représenté, le syndicalisme n'est pas représenté, mais on a certaines institutions qui ne font rien pour aider les éleveurs, parce qu'on va chercher des critères qu'il n'y a pas, où on ne rentre pas. À l'occurrence, la PMTVA n'est pas intégrée dans le revenu de la production en viande bovine pour certains éleveurs du département, alors que la PMTVA, autant que je sache, ou l'ABA, puisque ça s'appelle l'ABA maintenant, l'ABA est une mesure découplée, donc elle reste attachée à la production. Dans d'autres départements, elle est prise en compte et pas en Charente-Maritime. Et je voudrais, moi je vais faire le procès à un centre de gestion qui n'applique pas cette règle du jeu parce que ça discrimine un certain nombre de situations en élevage en Charente-Maritime. Avec la filière interprofession, nous avons un maillon d'abattage qui est donc attaché au territoire, que ce soit Poitou-Charentes, Limousin, Aquitaine, un certain secteur, pas partout. Donc, si vous voulez, il y a une complémentarité qui va exister entre ces trois régions. Nous avons un maillage un réseau boucherie artisanale très important sur la région, donc Aquitaine,
ce qui est un atout et qui existe aussi bien sûr dans les autres régions, mais il y a quand même une région aquitaine par rapport à la consommation. Donc il faut croire et espérer par rapport à cette fusion un travail, je dirais, de bloc avec les 3 régions. Une autre lacune que je déplore, c'est que là, je parle au niveau de l'interprofession. Nous avons un industriel qui détient quand même 40% des abattages au niveau national, hein, c'est-à-dire 33 000 animaux bétail bovin viande abattus par semaine. Une entreprise qui a un effectif quand même de 14 000 salariés, qui dégage 4,3 milliards de chiffre d'affaires, qui fait un bénéfice de 30 millions d'euros et qui aujourd'hui est toujours absent autour de la table, y compris au niveau national. C'est une famille professionnelle à part entière au niveau d'Interbev national. Moi je déplore ça depuis le début de l'année 2015. Section caprine pour 2015, la collecte qui a stagné comme l'an dernier. Il n'y a pas d'augmentation de volume. Le prix a progressé d'1,9%. Ce qui est à craindre par contre, c'est la remontée des importations qui a battu des records avec 90 millions de litres de lait, ce qui représente 1 litre sur 5 à peu près importé. Et ce qui nous inquiète encore le plus, c'est que ce lait il est mélangé avec le NOT et l'origine n'est pas affichée sur les produits. On espère que, comme pour la viande et les produits transformés, que l'origine du lait sera marquée sur les fromages. Et il faut absolument qu'on arrive à ça, parce qu'autrement, je pense que la production caprine, que ce soit dans notre région ou en France, disparaîtra. Du côté des charges, on a constaté une légère baisse des charges, surtout au niveau du carburant, comme chez tout le monde, sauf que le carburant, chez les gens qui sont hors sol, il pèse peu ou pas du tout. Et par contre, on a encore eu 9% d'augmentation sur l'équarrissage et on avait pris déjà multiplié par 6 l'année passée. Là aussi, il y a une grande réforme à faire sur l'équarrissage, je pense, pas qu'en Caprin. On peut penser que 2015, ce sera une année de transition et on espère qu'en 2016, que l'amélioration sera définitive et que le lait de vache rattrapera aussi le niveau qu'il avait. Autrement, on ne pourra pas fonctionner comme ça. Au niveau de la complémentaire frais de soins, nous avons renégocié un contrat dit responsable. Et en plus, normalement, nous devions appliquer cette complémentaire frais de soins à partir de 3 mois d'ancienneté. Sauf que la loi nous a imposé en fin d'année une complémentaire santé à 0 jour. Donc ce qui est très compliqué au niveau des employeurs de main-d'œuvre. Ça va nous faire un surcoût. Donc on va être à 36,66 et donc c'est réparti de façon égalitaire, autant pour les salariés que pour les employeurs. Même chose pour la prévoyance. La prévoyance est établie à 0 jour aussi. Donc ce qui fait énormément de documents à remettre aux salariés à la fin de leur contrat. Alors la DSN, normalement elle devait être applicable en début d'année 2016. Et faute d'être en phase, donc on s'est reporté normalement en milieu d'année 2017. Mais bon, on ne sait pas exactement ce que ça va, si ça sera réellement appliqué ou pas. Mais on sait qu'au niveau des employeurs de main-d'œuvre, ça va faire un surcoût important, étant donné qu'il faut être, les employeurs devront soit le faire faire par une entreprise ou soit acquérir un logiciel de paye. Je représente la FNSEA 17 à la CDPENAF, la commission pour la moindre consommation de terres agricoles. Et aux surprises, la loi Allure faite par Cécile Duflot, l'ancienne ministre du Logement, nous donne plus de pouvoir. Mais sur les zones naturelles et les forêts. Mais nous allons bientôt déchanter parce que ce qu'on s'est aperçu, c'est que quand un SCOT était voté, nous n'avons plus le droit de faire d'autosaisine sur les plus à l'intérieur. Et ce qui est en fait le plus intéressant pour voir comment la consommation de terres agricoles est faite.
Et ça, nous l'avons appris dernièrement. Et suite à une réunion sur un SCOT, Madame la sous-préfète de Saintes nous a dit clairement que nous travaillions trop bien en fait, nous regardions trop près de ce qui se passait et à un certain niveau, c'est-à-dire au niveau de l'association des maires, a fait pression pour qu'on ait beaucoup moins de pouvoir à ce niveau-là et beaucoup moins de regard. Et ce qui est très dommage, donc nous allons essayer de contourner si possible ce qui a été mis en place parce que ce sera très dommageable à mon avis pour les agriculteurs et l'agriculture en Charente-Maritime, surtout nous qui avons une façade littorale. Eh bien, je voudrais intervenir sur le schéma régional des structures qui va remplacer le schéma départemental. On pourrait dire aberration. Aberration pourquoi? Parce qu'on avait un seuil de contrôle à 120 hectares et suite aux pressions de la région Poitou-Charentes, on est passé à 84 hectares. 84 hectares qui ne tient pas du tout compte des réalités départementales, aussi bien en zone céréalière qu'en zone de marais, où il a fallu se battre également pour pouvoir garder nos pondérations de marais à 0,5, alors qu'on nous avait mis carrément à 1. Donc aberration également à ce niveau-là. Et ce qui est le plus triste dans l'affaire, c'est que ce soit la région, et les élus du conseil régional, qui aient décidé qu'on descende à 84 hectares. Sachant que 120 hectares étaient beaucoup plus en réalité avec l'agriculture départementale. Aberration dans une région à 4 départements, où maintenant notre nouvelle région est de 12 départements. Il aurait été plus simple de faire directement un schéma directeur pour cette nouvelle région, ou garder le schéma directeur départemental comme il était auparavant, où il était beaucoup plus facile à gérer. Il ne vous a pas échappé que Michel a pris sa retraite, donc je vais vous parler en tant que futur président du comité technique SAFER. À ce niveau-là, bon, moi je n'ai pas la connaissance du territoire et je n'ai surtout pas la connaissance des hommes qu'avait Michel. Et il est très important que le réseau fonctionne parfaitement. Moi je suis souvent incapable de mettre un visage sur un nom et on travaille principalement sur les dossiers. Et si les données ne sont pas remontées, il est évident qu'on pourra faire des erreurs. Les remontées du réseau seront d'autant plus importantes qu'avec la nouvelle loi d'avenir, nous allons avoir une quantité de notifications qui vont pratiquement doubler, étant donné qu'on va nous remonter tout ce qui est succession. Donc je compte beaucoup sur vos remontées et je compte surtout sur votre collaboration afin de pouvoir exercer ma mission au mieux. Nous les anciens, le combat essentiel que nous menons, eh bien, c'est sur la revalorisation de nos retraites. Si en 2015 nous avons obtenu quelques avancées grâce à notre combat permanent pour cette revalorisation qui date depuis plus de 40 ans, eh bien le compte pour nous n'y est pas. Nous voulons, c'est déplorable de ne pas avoir encore 75% du SMIC. Et actuellement, nos retraites sont en dessous du minimum vieillesse, ce qui est insupportable. Et notre objectif, c'est d'atteindre 85% du SMIC. Autre fait marquant en 2015, ce fut aussi la baisse du pouvoir d'achat, puisque par les mesures fiscales qui ont été prises, eh bien, des retraités qui n'étaient pas imposables se sont vus imposer sur leurs revenus avec la CSG, la RDS, etc. Et à partir de là, eh bien, ils n'avaient plus d'exonération de taxes d'habitation, de taxes de redevances audiovisuelles. Enfin, à partir de là, vraiment, il y a eu atteinte à ce pouvoir d'achat. Un sujet aussi qui nous préoccupe, c'est le devenir des territoires ruraux. Et nous sommes très attentifs à l'application de la réforme territoriale, car il ne faudrait pas que certains territoires soient délaissés. Et là, je veux parler aussi de la couverture santé, car nous voyons dans nos départements certains secteurs où il y a des amorces de désertification médicale. Et c'est un sujet qui nous préoccupe. Et là, il faut absolument que les pouvoirs publics prennent des mesures pour que justement ces territoires ne soient pas abandonnés concernant cette couverture médicale et de santé.
Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que nous sommes des retraités actifs. Beaucoup d'anciens participent encore à la vie locale, très nombreux d'ailleurs, que ce soit en tant qu'élus, dans les organisations humanitaires, culturelles, associatives, ils apportent leur contribution. En conclusion, ce que nous voulons à notre égard, c'est donc plus d'équité et de solidarité pour l'ensemble de l'agriculture, de ses actifs, mais aussi de ses anciens. Et ensuite, eh bien, nous voulons une agriculture dynamique et des territoires vivants. En tant que président de la FNSEA 17, j'invite tous les agriculteurs à sortir de leurs exploitations. Même si les manifestations vis-à-vis du public ne sont pas toujours bien vues, mais on ne peut plus rester chez nous et se laisser avoir comme maintenant. Il faut absolument faire bouger ce gouvernement. Nous avons un ministre qui est incompétent. Et tant qu'il sera en place, on n'y arrivera pas. Voilà ce que j'en déduis. 34 ans de métier, première fois que je vois un ministre aussi incompétent. Et je pèse mes mots. Qui prennent conscience que l'agriculture, c'est quand même un poids énorme en France. Et on ne peut pas rester insensible au malheur des paysans qui vivent dans leurs exploitations.